débat du jour, Loïc Bus. La sécurité. Même quand on prend 100% de précautions, il ne peut y avoir de risque zéro. Cette équation, c'est Bernard Cazeneuve qui l'a rappelé cette semaine. Le ministre de l'Intérieur détaillait le dispositif de sécurité en place à partir du 10 juin, date du premier match de l'Euro 2016 de football, une compétition organisée dans une France toujours marquée par les attentats de Paris et de Saint-Denis. La sécurité, paramètre essentiel, alors même que la récente finale de la Coupe de France a révélé d'importantes failles, des failles pointées du doigt par le ministre lui-même. Comment ces déclarations sont-elles perçues au-delà de l'Hexagone? Nos voisins européens croient-ils à un euro sans accroc? C'est le débat de ce vendredi. Bonsoir à tous. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Vous êtes journaliste espagnol, comme on vient de l'entendre, correspondant à Paris pour plusieurs journaux. Valentina Clemente, vous travaillez également à Paris, mais pour le Corriere dello Sport. Buonasera. Et vous êtes journaliste donc italienne. Buonasera également. Bruno Aoyo, vous êtes belge. Je vais donc vous dire bonsoir. Goedenavond en néerlandais. Si vous voulez. Voilà. Je maîtrise moins le néerlandais, je ne vous cache pas. Vous travaillez à Paris pour la chaîne Stade Afrique, chaîne d'info sport en Afrique. Je le disais à l'instant, le ministre de l'Intérieur détaillait mercredi le dispositif de sécurité qui sera opérationnel dès le 10 juin pour l'ouverture donc de l'Euro de football. 42 000 policiers, 30 000 gendarmes, 13 000 agents de sécurité privés. Des chiffres qui ont largement été repris et commentés cette semaine par les médias français bien évidemment, mais aussi par leurs homologues européens. La sécurité, c'est un problème important pour un organisateur. Security is an important issue for organisers, especially in the context of France. Il y aura autour des stades un double périmètre de sécurité. Habrá un doble perímetro de seguridad en los aledaños de los estadios. Il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve ha assicurato che le misure di sicurezza in vista dell'Europeo di calcio saranno rinforzate. Au total, mesdames et messieurs, ce sont 90 000 personnes, agents de l'État, des collectivités locales, personnel de sécurité privée, bénévoles, qui assureront la sécurité de l'Euro 2016. Voilà Bernard Cazeneuve qui souligne donc, on vient de l'entendre, les efforts en matière de sécurité. On a également entendu le président de l'Euro 2016, Jacques Lambert, au micro de médias britanniques, espagnols ou encore italiens. Cette question d'un Euro 2016 sous haute surveillance, 6 mois après les attentats de Paris et de Saint-Denis, elle est bien évidemment très présente. Bernard Cazeneuve qui martèle que les forces de l'ordre seront préparées à tous les scénarios possibles. Comment est-ce que ces déclarations sont-elles perçues au-delà des frontières hexagonales? Je me tourne vers vous tout d'abord, Valentina Clemente. Oui, en Italie, on peut dire que les Italiens ils sont confiants par rapport à l'euro et les 70% des gens, ils se disent tranquilles par rapport à la sécurité. C'est un date très important, si on veut dire, dans le sens que aussi les attentats du 13 novembre, ils n'ont pas autant touché la sensibilité dans le sens de la peur par rapport à l'euro qui va arriver. Donc, c'est juste un 7% qui s'est dit pas du tout confiant. Ils ont fait aussi un parallèle par rapport à la possibilité d'aller dans un stade français ou un stade italien. Les gens, par absurde, ils ont plus peur d'aller dans un stade italien normal, dans un match de foot, plutôt que dans un stade de la France pendant l'Euro. Bruno Aoyo, de la Belgique, justement, comment est-ce que l'on perçoit ces déclarations, cette inquiétude? En Belgique, on la comprend puisque évidemment on a été frappé très récemment. Après, nous, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu organiser une compétition de cette ampleur. Je pense qu'en Belgique, elle aurait été tout simplement annulée pour la bonne et simple raison que de un, il y a un principe de précaution et à partir du moment où l'état d'urgence est relevé au niveau 4, chez nous, c'est le seuil le plus critique. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune activité dans les rues, que personne peut plus sortir, donc un euro ça aurait été impossible. Et de deux, on n'a pas le niveau. Il suffit de voir récemment les couacs qu'il y a eu suite aux attentats qu'il y a eu que nous avons connus à Bruxelles le 22 mars. Quelques heures après, les deux ministres qu'on peut considérer comme responsables de la sécurité, donc Koen Geens, qui est le ministre de la Justice, et Jan Jambon, le ministre de l'Intérieur, ont présenté leur démission. Et ensuite, ils ont été reçus par la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en Belgique. Et on voyait des hommes penauds qui étaient dépassés par l'ampleur de la chose, parce que en Belgique, en tout cas, on a un manque d'organisation. Mais c'est sûr qu'en France, on vous fait confiance parce que déjà, vous avez plusieurs
corps de force de l'ordre, la PJ, les CRS, la BAC, et vous avez un savoir-faire. C'est pour ça qu'on est plutôt étonné que vous ayez eu des problèmes au Stade de France. Mais nous, c'est sûr, même les matchs amicaux qui ont eu lieu depuis, qui étaient prévus depuis, en Belgique, ont été annulés de l'équipe nationale. Donc, Juan José Lorado, vous comprenez justement cette vision belge. On aurait annulé purement et simplement l'événement Sûrement pas en Espagne. L'Espagne qui a été touchée par le terrorisme, on rappelle également, Madrid, voilà. Atocha. Mais c'est vrai que le problème de la sécurité s'inquiète toujours, mais les Espagnols sont confiants d'abord parce que ça se passe en France. La France a l'expérience. On oublie qu'elle a organisé quand même un mondial en 98 et une Coupe d'Europe déjà en 86. Donc elle a vraiment l'expérience des grandes compétitions sportives européennes au mondial. Et puis la France a aussi les moyens logistiques et humains pour pouvoir faire face aux questions des sécurités. On aurait été beaucoup plus inquiet si ça avait été dans un autre pays, mais pas en France. L'expérience et les moyens logistiques et humains de la France rassurent les Espagnols, et quand on entend le ministre de l'Intérieur français, M. Bernard Cazeneuve, on se rend compte effectivement que la France a tout fait pour éviter des problèmes de sécurité. Après, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Ce que rappelle d'ailleurs justement Bernard Cazeneuve, qui dit on va prendre 100% de précaution, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un risque zéro. Vous l'avez remarqué d'ailleurs dans le Corriere dello Sport, Valentina Clemente. Sans doute, vous avez évoqué les événements de samedi de la finale de la Coupe de France au Stade de France. Oui, on a évoqué ça. On a fait des reportages aussi à la télé pour démontrer tous les procédures qui étaient utilisées au Stade de France aussi avant tous les premiers matchs de la France après les attentats. Donc, on a essayé d'étudier cet apparat de défense. Mais c'est clair, moi, ce que je peux ajouter, personnellement, ces jours, je suis à Roland-Garros, par exemple, où les périmètres de sécurité, c'est doublé comme dans tous les événements qu'on aura dans l'Euro. Et pourtant, l'effet de l'attente dans la queue pour être contrôlé, ça peut être un problème technique à gérer. Parce que les attentes, ça pouvait arriver aussi à 2 heures d'attente. Et en kamikaze, là, ça fait la fête, malheureusement. Alors, outre justement ce que vous dites, on évoquait l'actualité tout à l'heure avec vous, Bruno Aoyo, les attentats en Belgique au mois de mars dernier. L'actualité se rappelle justement régulièrement, rappelle régulièrement en tout cas ce cadre, cette inquiétude par rapport à la menace terroriste. On peut évoquer le match Manchester United-Bournemouth en Angleterre il y a une quinzaine de jours qui a été reporté parce qu'il y avait un colis suspect dans le stade d'Old Trafford. Le journal allemand Le Spiegel, il y a quelques semaines, affirmait justement que les événements de Bruxelles, et je me tourne vers vous donc, Bruno Aoyo, n'aidaient pas à voir la compétition comme une insouciante fête du foot. Est-ce que vu de Belgique, l'insouciance est une valeur à la baisse ? Pas forcément. Après, je pense que les Belges vont pas se ruer dans les fan zones françaises, ça c'est sûr. Mais comme je vous ai dit, on fait confiance à la France à ce niveau-là, mais quand même, pour revenir un peu sur le sportif, notre équipe a une chance pour la première fois depuis longtemps de peut-être remporter une compétition, donc les supporters belges seront présents dans les stades français, il n'y a pas de souci là-dessus. Je reste avec vous un instant. Mohamed Abrini, qui a été arrêté en Belgique, justement, juste après les attentats à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, ses premières paroles devant les enquêteurs, ça a été de révéler que l'Euro de football était une cible première des djihadistes. Je voudrais votre réaction justement là-dessus. Est-ce que c'est pas source d'inquiétude supplémentaire ? Je pense que les services judiciaires français sont suffisamment préparés. Après, il y a le travail que les Belges font de leur côté, mais encore une fois, il y a beaucoup de collaboration dans les rues en Belgique. On voit beaucoup de policiers belges, de policiers français, pardon, par exemple. Donc, il y a une collaboration et je pense pas. En tout cas, si ces hommes veulent agir, je pense que ce sera pas facilement, en tout cas. Juan José Lorado, on évoquait à l'instant les fan zones, donc ces espaces ouverts au public avec des écrans géants, beaucoup de monde, beaucoup d'argent également consacré à ces fan zones, 8 millions d'euros consacrés à ces seules fan zones. Je rappelle, entre 2 et 3 millions de supporters attendus. Bernard Cazeneuve, il parle de ne pas exposer la foule au risque et en même temps de ne pas sombrer dans la démarche anxiogène. Est-ce que c'est pour vous un exercice d'équilibriste ? C'est toujours
toujours un exercice d'équilibrisme, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France n'est pas seule dans cette compétition. Que ce soit par rapport aux 3 dangers qui ont été identifiés, c'est-à-dire le terrorisme, l'hooliganisme, le mouvement des foules, par rapport au terrorisme, la collaboration entre la France et les pays européens est active et à son plus haut niveau depuis des mois. Donc les services de sécurité français, les services de renseignement européens de façon générale collaborent, ils travaillent depuis des mois là-dessus. Donc la France est préparée et il y a cette expérience par rapport à l'hooliganisme, mais c'est la même chose. Vous savez que le ministre français a réuni à plusieurs reprises tous les représentants des ministères des Intérieurs des 24 pays qui vont participer à cette compétition et qui depuis des mois, il y a des réunions. Il va y avoir même une cellule des coopérations internationales de la police en banlieue parisienne où il va y avoir des représentants de tous les pays justement pour gérer le problème de l'hooliganisme. Et donc la France n'est pas seule dans cette histoire. On parle bien sûr de la responsabilité française, des moyens logistiques et humains français, mais derrière il y a les 24 pays de l'Union européenne qui sont là, de l'Europe en général, qui sont là et qui prêtent main forte à la France. Donc il faut toujours s'inquiéter parce qu'effectivement c'est un exercice d'équilibrisme. Les fan zones notamment sont un danger potentiel quand on voit qu'effectivement elles sont ouvertes à tout le monde et gratuites. Donc, mais les systèmes de palpation qui vont être établis à l'entrée peuvent donner des garanties. Et puis, il y a aussi les mairies qui sont engagées dans la sécurité intérieure de ces fan zones. Je pense que la France ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui par rapport à la sécurité de cette Coupe d'Europe. Compétition européenne, coopération européenne, donc on l'a compris. Vous évoquiez à l'instant, on parlait du terrorisme. Il y a une autre menace, entre guillemets, qui plane sur cet Euro 2016. Ce sont les mouvements sociaux, le contexte social en France, ce mouvement contre la loi travail. Ce soir, il y a quelques minutes, le syndicat Force ouvrière annonce justement sa décision de perturber les transports routiers et urbains dans les villes hôtes de l'Euro les jours de match. Juan José Dorado, ce contexte social, je crois qu'il vous inquiète particulièrement. Oui, en fait, je pense que c'est là, effectivement, où il y a le vrai problème pour cet Euro. C'est les mouvements sociaux. Parce que, imaginez bien, au soir de n'importe quel jour, le 14 ou le 15 juin, il y a un mouvement de grève de la SNCF et vous allez laisser des milliers de supporters qui doivent, dans les 3 jours, aller dans 6 autres villes. Où vous les laissez, vous faites quoi avec eux si vous vous retrouvez avec 3 000, 15 000 Russes qui attendent de partir à Paris ou à Marseille et qui sont bloqués? Vous attendez quoi d'eux? Donc le risque social, les mouvements sociaux, c'est là où c'est très compliqué à gérer pour le gouvernement français. On a tout fait par rapport au terrorisme, par rapport à l'hooliganisme, mais les mouvements sociaux, effectivement, ils peuvent apporter beaucoup de problèmes quand vous allez vous retrouver avec des supporters laissés tout seuls dans des villes sans pouvoir partir voir le prochain match de son équipe. Valentina Clemente, je reviens vers vous justement. Est-ce que ce contexte social particulièrement tendu ces dernières semaines en France, il inquiète de l'autre côté des Alpes? Non, pas particulièrement, dans le sens qu'elle est très suivie sans doute. Il y a beaucoup de reportages, des articles, parce que c'est une situation ressentie beaucoup aussi en Italie, parce qu'on a à peu près les mêmes problèmes, mais avec beaucoup moins de protestations, on peut dire. Mais c'est correct d'un côté de défendre ses propres droits, mais d'un autre côté, vu la situation de l'euro et les menaces qu'il y a déjà, peut-être il faudrait se concerter autour d'une table pour éviter qu'une menace de plus, ça arrive à perturber. Je ne cache pas que pour l'instant, c'est un peu difficile justement de réunir tout le monde autour d'une même table et d'arriver à une situation, un accord, un terrain d'entente en tout cas. Bruno Aoyo, c'est pour vous justement ces grèves que l'on voit se multiplier encore cette semaine en France. C'est là la vraie menace sur cet Euro 2016 de football? Eh bien, c'est clair que au niveau belge, on trouve ça déplorable parce que il faudra m'expliquer je pense pas en tout cas que la situation au niveau social et économique en France soit reluisante pour le moment. Donc c'est l'occasion de faire une grande fête avec tout le monde, de s'évader un peu. Et là, on a des hurluberlus qui veulent troubler la compétition. Je trouve ça absolument dommage. Et c'est clair qu'en Belgique, on trouve ça un peu bizarre, on trouve ça un peu étrange comme façon de faire.
Ils sont nombreux pourtant dans les rues, les hurluberlus comme vous dites, à manifester. Oui, mais ils peuvent faire ça après l'Euro et aussi essayer de profiter de l'Euro. Là, la France va accueillir l'Europe, 24 pays. C'est l'occasion de s'ouvrir, de découvrir d'autres pays, d'autres mentalités, et de profiter, de s'évader. Et que ces gens-là disent explicitement qu'ils vont troubler l'Euro. Voilà, en Belgique, on trouve ça absolument dommage, à la limite du honteux. Valentina Clemente, je vous voyais hocher la tête au propos de Bruno Aoyo. Pour vous ne croyez pas à l'intérêt supérieur du football? C'est pas ça, c'est que là, le football, ça va passer. Les droits des gens, ils vont rester aussi après la compétition. Donc c'est pour ça qu'il faut que les deux têtes de cette contraposition, ils trouvent un moment, un armistice. Voilà, trouver un moment de calme pour éviter que ces problèmes aillent augmenter. Mais c'est clair, pour les gens qui revendiquent leurs droits, l'euro représente une vitrine. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'intérêt de les bloquer. Mais là, vu la situation d'urgence, c'est trop compliqué de mettre tous ces niveaux un sur l'autre. Moi, franchement, je trouve que c'est absolument pas intelligent, en plus, de les dire dans la presse comme ça, qui vont troubler l'euro. Je trouve que c'est pas digne du statut de ce que revendiquent ces gens-là. Alors, vos propos font réagir. Je donne la parole de nouveau à Juan José Dorado. Sans rentrer dans le débat politique, qui a raison ou pas, mais il y a aussi, je lisais l'interview cette semaine de Bernard Cazeneuve à l'équipe notamment, où on lui posait la question, est-ce que vous allez interdire les manifestations? Écoutez, vous êtes dans un pays des droits, alors le football n'est pas au-dessous de tout. Donc, vous ne pouvez pas interdire les manifestations sous peine que vous allez perturber l'euro et que des touristes ne vont pas laisser des euros à la caisse. Ce que je veux dire par là, c'est que la France a de l'expérience, encore une fois, et je pense qu'elle va pouvoir gérer ce problème. Cela dit, le problème qui est derrière, en fait, c'est quand vous déployez 70 000 hommes pendant toute l'euro pour assurer la protection, comment vous allez faire le 14 juin quand il y a une manifestation nationale à Paris, d'où vous allez sortir 3000 gendarmes ou 3000 policiers pour faire la sécurité de la manifestation. C'est ça le vrai problème. Cela dit, le football, la France va gérer. Les syndicats vont faire son boulot entre guillemets, mais la sécurité, je suis convaincu, elle sera quand même assurée. Bruno Aoyo, interdire les manifestations, c'est la solution? Non, je ne pense pas. Je rappelle qu'on peut les interdire que si l'ordre public est troublé. Oui, on est en démocratie de toute façon, donc c'est tout à fait normal qu'ils manifestent. Mais encore une fois, d'appeler à troubler l'euro. Voilà, d'un point de vue belge, on trouve ça absolument bizarre, honteux comme je vous ai dit. C'est-à-dire le second degré belge, le proverbial second degré belge se marie mal avec la colère de la rue. Non, mais comme je vous ai dit, voilà, on sort du cadre du football. Voilà, c'est ça. Comme je vous ai dit, voilà, c'est une grande fête. Je pense que les gens... Et aussi, voilà, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que le président de Force ouvrière, il pense à toutes ces forces de l'ordre qui vont être déployées et aux familles de ces gens-là qui vont être à cran, tout ça pour rien. Finalement pour rien, alors que ça pourrait très bien se continuer après. Alors que c'est... Comme je le dis encore une fois, l'Euro en France à 24 équipes, c'est l'occasion pour tout le monde de s'évader un peu et de faire la fête, surtout avec ce qu'on a vécu ces derniers mois. Peut-être que les manifestants et en tout cas les représentants syndicaux vous écouteront ou entendront votre parole. Les jours à venir nous le diront. L'Euro 2016, en tout cas, c'est à suivre. Je le rappelle, et c'est encore la meilleure manière peut-être de le suivre en toute sécurité sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux et tout le service des sports mobilisé pour l'occasion. Premier match, je le rappelle, dans 2 semaines très précisément. La France sera opposée à la Roumanie. Notez la date, c'est le 10 juin, puis une date que vous noterez également, vous, notre invité, le 13 juin, Espagne, République tchèque et Belgique, Italie, 3 matchs qui vous concernent. Juan José Dorado, je rappelle que vous êtes journaliste espagnol, correspondant à Paris pour plusieurs publications. Valentina Clemente, journaliste italienne, correspondante à Paris pour le Corriere dello Sport, et Bruno Aoyo, journaliste belge, qui travaille à Paris pour la chaîne Stade Afrique RFI. Le débat du jour, c'est fini. Il est 19h presque 19h dans quelques secondes et l'actualité revient sur RFI.